Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis encore une fois très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 006. Je vais discuter aujourd'hui avec un ancien gardien de but de hockey professionnel et actuel président de l'agence sportive Propulsion, Nicolas Riopel. Le hockey a toujours fait partie de la vie de Nicolas, lui qui a évolué dans la LHJMQ avant d'être repêché en 2009 lors de la 5e ronde par les Flyers de Philadelphie à l'encan de la Ligue nationale de hockey. Après une carrière professionnelle de 9 ans qui l'a amené dans plusieurs villes américaines, mais également en Écosse, au Danemark et en France, le gardien originaire de Saint-Pie, au Québec, a annoncé sa retraite au terme de la saison 2017-2018. Il n'a pas chômé longtemps puisqu'en octobre dernier, il a fondé Propulsion, une agence qui représente déjà une vingtaine de hockeyeurs qui évoluent en Amérique du Nord, mais également en Europe. Sans plus attendre, je vous laisse à l'entrevue. Bonne écoute. Je suis actuellement avec mon invité d'aujourd'hui, Nicolas Riopel, un ancien gardien de but professionnel qui a évolué dans la LHJMQ avec qui il a remporté la Coupe du Président en 2010 avec les Wildcats de Moncton. Il détient également 2 records de la saison régulière de la LHJMQ pour le meilleur pourcentage d'arrêt ainsi que la meilleure moyenne de buts accordés. Salut Nicolas, ça va bien? Bonjour Amélie, ça va très bien toi? Très bien, merci beaucoup. Merci aussi également d'avoir accepté ma demande. Bien, merci beaucoup à toi. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours de hockeyeur, de tes tout débuts, en fait, jusqu'à justement la LHJMQ ainsi que le hockey professionnel? Oui, écoutez, moi, je suis un petit gars de Saint-Hyacinthe. J'ai grandi à Saint-Pie-de-Vaga. J'ai joué mon hockey mineur, justement, là, à Saint-Hyacinthe. J'ai ensuite joué toutes mes années 2A, là, de Atom jusqu'à Bantam, avec les Éclaireurs du Richelieu. Après ça, j'ai été avec les Gaulois de Tangewong, Jet 3 à mes 2 saisons. Après ma première saison, j'ai eu l'honneur d'être un choix de première ronde des Wildcats de Moncton, qui était à ma grande surprise. Puis même ma mère, quand justement on a été repêchés, elle se demandait c'était où Moncton. On avait eu très, très peu de discussions avec eux autres. On savait qu'ils allaient recevoir la Coupe Memorial en 2006. On savait que c'était gros. On savait que le propriétaire, M. Irving, était vraiment un homme avec beaucoup de puissance dans la ligue. Fait que c'était vraiment notre surprise, mais on était vraiment contents. Ensuite de ça, j'ai fait les moins de 17 ans avec Team Québec, où on a remporté la médaille d'or à ces championnats du monde-là. J'ai été ensuite 4 saisons avec les Wildcats de Moncton, de 2006 à 2010. J'ai été à mon année recrue à 17 ans. J'étais classé choix de 2e ronde Ligue nationale. J'ai fait les testings à Toronto. Puis arrivé au repêchage de Columbus, malheureusement, mon nom n'est pas sorti. C'était vraiment une grosse déception. Puis je pourrais dire vraiment, c'est la première déception que j'ai eue depuis que j'étais joueur de hockey. Mon but, comme plusieurs jeunes joueurs, était vraiment d'être un joueur national. J'avais pas de plan B, j'avais pas de plan C. Mon but, c'était d'être un joueur de hockey de la nationale. Fait que c'était vraiment une déception pour moi. Je suis revenu en force l'année suivante avec une grosse saison, mais on revenait d'un cycle de Coupe Memorial. Fait que c'était vraiment plus difficile pour nous. J'ai connu quand même une bonne saison. J'ai fini 2e au niveau de la meilleure moyenne de pourcentage d'efficacité. Ce qui a fait en sorte que j'ai eu quelques entrevues pour mon 2e repêchage national qui se tenait à Ottawa. Malheureusement, encore une fois, j'ai pas entendu mon nom sortir. J'ai eu parfois le camp du Canadien de Montréal avec Roland Melançon comme coach gardien de but dans le temps. Très, très bon camp. Puis venant d'un petit gars de Montréal, c'est sûr que porter le chandail du Canadien, pratiquer au Centre Bell, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. Ensuite de ça, je me souviens toujours de la rencontre que j'ai eue. Je m'en allais pour faire le test du BASIC au Canadien. Puis je vois Trevor Timmons qui vient me voir puis qui me dit « Hey Nick, après ton test, viens me rencontrer dans le bureau. »
Fait que, ensuite de ça, je fais mon test, je m'en vais rencontrer Trevor dans son bureau, puis il me dit, écoute, Nick, il dit, tu as connu un très bon camp, on sait que tu es un excellent gardien, mais il y a une chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas si tu es capable de gagner des matchs. Là. Fait on va te retourner à Moncton, puis prouve-nous que tu es capable de gagner des matchs. Cette phrase-là, ce meeting-là va me rester avec moi à jamais. C'est à la suite de ça qu'à 19 ans, j'ai connu vraiment un année record, qu'on peut dire, puis avec 43 victoires à mon actif, 2.01 battu les records de la Ligue en quasiment 40 ans d'histoire à la GMQ. Pourcentage d'arrêt, première équipe d'étoiles, MVP de la Ligue, deuxième équipe d'étoiles au Canada. Fait que vraiment, puis c'était à cette année-là, le repêchage se tenait à Montréal. Et puis c'est cette journée-là, en 5e ronde, les Flyers de Philadelphie m'ont repêché en 2009. Puis en contournant la table du Canadien, Trevor Timmons me regardait, me serrait la main, puis il me dit, bon, ben, tu m'as prouvé tard. Fait que j'étais vraiment content, je suis vraiment heureux. Ensuite de ça, à 20 ans, j'ai commencé avec les Phantoms d'Adirondack, le club école des Flyers de Philadelphie. Puis je dois dire, j'ai trouvé ça très difficile. Très difficile. Chanceux pour moi, c'est quand même proche de la maison, c'est à 3 heures de route de chez moi. Mais un jeune gardien de but à 20 ans, ceux qui le font, je dois lever mon chapeau. Je croyais que j'étais capable de faire le saut. J'ai tenté tant bien de mal de le faire. J'ai eu des bonnes performances, des moins bonnes. C'est plus difficile. C'est vraiment dans un monde adulte. Et c'est ensuite de ça que les Flyers ont décidé à Noël de me retourner avec les Wildcats de Moncton. Quand j'ai retourné, l'entraîneur-chef Danny Flynn a vraiment fait des échanges à gauche et à droite pour se bâtir un club. On avait des David Savard, Gabriel Bourque, Kelsey Tessier, Nicolas Deschamps, Brandon Gormley, je pourrais en nommer pendant encore 5 minutes. Fait c'est à cette année-là qu'on avait une grosse puissance. Puis on s'est rendu jusqu'en finale. On a gagné la Coupe du Président, comme de fait. Puis fait que vraiment, ça a vraiment couronné mon cheminement junior majeur avec en étant MVP et en étant aussi un champion de la Coupe du Président. Ensuite de tout ça, ma carrière professionnelle s'est déroulée quand même assez bien. J'ai fait 2 saisons dans le club école des Flyers, dans la Ligue américaine et dans la East Coast à Greenville. Je faisais vraiment des va-et-vient. Là. Je me suis accumulé beaucoup de points dans les avions. L'année du lockout, je me suis mis en 2013. Ça faisait 1 an que j'étais déjà avec ma copine, qui est maintenant ma femme. Elle avait une fille de 6 ans. On voulait vivre vraiment une vie de famille. J'ai eu une très belle opportunité en Europe, dans la Ligue d'Angleterre. J'étais choyé parce que je savais qu'avec le lockout, les gardiens de but qui allaient descendre de la Ligue américaine, de la Ligue américaine à la East Coast, j'allais vraiment moi-même peut-être être rétrogradé. Puis ça faisait 3 ans que je vivais dans les autobus. Je voulais justement tenter ma chance en Europe. J'ai fait 1 an dans la Ligue d'Angleterre. J'ai connu une très bonne saison. 2e équipe d'étoiles dans la Ligue. J'ai ensuite signé un contrat au Danemark où ce que ma fille est née. Puis ensuite de ça, j'ai joué 1 an en France, qui était une très, très belle expérience que je voulais vivre aussi. En étant québécois, des fois, tu rejoins plus les Français avec la langue simplifiée. La fille de ma femme était âgée de 8 ans. Fait que c'était le temps aussi au niveau de l'école qui arrive un petit peu plus de facilité. Puis après ça, c'est un meeting avec un souper avec ma femme qui m'a remis un peu, qui m'a mélangé les idées. Je voyais beaucoup de mes anciens coéquipiers faire le saut dans la Ligue nationale, que ce soit Louis Domingue, que ce soit Jake Allen, Kevin Poulin, tous les gardiens de but que je compétitionnais contre au niveau junior et que j'arrivais justement à compétitionner puis que j'étais dans l'élite comme eux autres dans leurs années. Puis c'est ma femme qui s'est dit, garde Nick, pourquoi tu ne retournes pas en Amérique du Nord? Si tu ne le fais pas, tu ne le sauras jamais. Alors, j'étais âgé seulement de 25-26 ans. Fait que je me disais, OK, ça va être peut-être difficile financièrement parce que retourner au niveau de la East Coast, c'est tout le temps un petit peu plus difficile. Puis des fois, loin des yeux, loin du cœur. Fait que quand tu es parti pour 3 ans, des fois, le management au niveau de la Ligue nationale, la Ligue américaine change. Fait que ton nom est très, 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 très écarté rapidement. Fait que je suis revenu, j'ai signé un contrat avec Norfolk où l'entraîneur Éric Veilleux faisait son saut dans la Ligue East Coast. J'ai vraiment eu une chance avec lui. J'ai eu un très, très bon début de saison, ce qui m'a apporté en milieu de saison un contrat à un volet avec les
les Crunch de Syracuse, le club école des Wildcats de Moncton. Et de fait même, je retrouvais mon entraîneur des gardiens de but, Franz Jean, qui était mon entraîneur avec les Wildcats de Moncton pendant toute ma carrière dans la LHJMQ. Franz était mon meilleur ami, mon mentor depuis que j'étais tout jeune. C'était mon François Allaire comme coach gardien de but, donc puis il l'est encore aujourd'hui. Puis après ça, écoute, j'ai fait 3 camps, j'ai été 3 ans sous contrat avec le Lightning, avec leur club école de Crunch. J'ai fait les camps d'entraînement. Puis l'année passée, au camp d'entraînement, j'ai eu un excellent début de camp d'entraînement. Mes tests physiques étaient phénoménales. Puis j'ai eu la chance justement de jouer mon premier match dans la Ligue nationale, un match hors concours. Fait que c'était pas le rêve que j'avais quand j'étais jeune. Je voulais être un joueur établi, mais le fait d'y toucher, le fait d'y goûter, c'était vraiment une fierté pour moi là, d'avoir parti en Europe, d'être revenu, d'être parti en bas de l'échelle et d'avoir monté. Ça a prouvé justement ma force de caractère par-dessus les années. Puis j'avais quelque chose de très, très fier de ça. Donc, l'année passée, dû à des problèmes de santé, un peu déshydratement, puis le fait que mes 2 enfants allaient à l'école primaire, secondaire, mais je pense que c'était le moment pour moi de passer à ma deuxième carrière. Puis, avant de passer justement à cette après-carrière-là, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Est-ce que tu as des regrets ou le fait justement d'être revenu en Amérique du Nord après ton passage en Europe, ça a comme bouclé la boucle? Ben écoute, je te dirais, Amélie, que le seul regret que j'ai peut-être, parce que j'en ai pas beaucoup honnêtement, là, je me suis toujours dit, peu importe le niveau que j'allais jouer, que j'allais tout donner, que ce soit me donner les meilleures chances possibles de réussir, puis que le jour que j'allais prendre ma retraite, puis j'allais dormir sur mes 2 oreilles, il n'y a pas un petit bois à l'intérieur de moi qui se dit « avoir su, j'aurais donc dû ». Vraiment, là, depuis que je suis vraiment jeune, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de l'entraînement physique, au niveau du sommeil, au niveau de mes comportements dehors de la glace, je me mettais vraiment toutes les meilleures chances de mon côté afin de donner le meilleur de moi-même et de ne pas avoir de regrets. La seule petit conseil que je m'aurais donné à moi-même, c'est vraiment à mes premières années professionnelles. C'est vraiment de parler peut-être plus ouvertement à mes entraîneurs, de demander un petit peu plus de solutions. La tendance a changé, par contre. Les entraîneurs ont plus la même, je veux pas dire autorité, parce qu'ils en ont encore, mais la porte des entraîneurs en 2019, elle est beaucoup plus ouverte qu'elle l'était il y a 10 ans, et elle l'était beaucoup plus ouverte il y a 10 ans quand je jouais qu'il y a 10 ans. Fait que vraiment, c'est une tendance qui a changé dans le monde du hockey pour le mieux, je crois, parce que je pense que c'est comme un couple, hein, c'est comme une relation, ça passe par la communication. Fait que c'est vraiment ce petit regret-là qu'à 20 ans, au lieu de me laisser intimider par le monde de la Ligue nationale, puis les directeurs généraux, puis les entraîneurs qui ont beaucoup de pouvoir, puis les joueurs de 25, 26, 29 ans qui avaient des familles, puis qu'eux autres, leur objectif était la Ligue nationale, puis que maintenant, je pense, je m'aurais dit d'aller peut-être cogner un petit peu plus souvent à la porte puis de demander des solutions. C'est parfait. Plusieurs athlètes, là, je parle pas juste au hockey, mais peu importe les sports, ont parfois beaucoup de difficultés justement avec leur après-carrière. On a entendu des histoires pas toujours très joyeuses. Toi, pourtant, c'est ça, tu as pris ta retraite, puis quelques mois à peine plus tard, tu lançais ton agence Propulsion. Est-ce que ça faisait longtemps que tu y pensais? Comment ça s'est passé justement ce changement-là de carrière? Ben écoute, je te dirais que ça a été quand même assez progressif parce que moi, dès que j'ai fait le saut dans la GMQ, j'ai tout de suite donné mes services à mon coach Midget 3, qui était à l'époque Mario Pouliot, qui est présentement le coach des Huskies de Rouyn-Noranda, comme entraîneur des gardiens. J'étais passionné, même quand j'étais jeune, j'étais à Belœil, j'étais au niveau Pee-Wee Bantam. À chaque vendredi, je passais mes soirées de 6h à 10h à donner mes services gratuitement aux équipes qui en voulaient, que ce soit du niveau C, B ou 2B comme entraîneur et gardien de but. Fait que le développement du joueur m'a tout le temps passionné. Moi, je séparais un peu les tâches avec Olivier Michaud, qui est présentement encore entraîneur et gardien de but avec les Gaulois, mais aussi avec les Voltigeurs de Drummondville. Puis Olivier,
s'occupaient vraiment de l'hiver. Moi, j'aimais ça de m'occuper de l'été parce que j'avais du temps, j'étais là. Puis c'était vraiment pas nécessairement pour une question d'argent au début. C'était vraiment parce que j'étais passionné de ça. Puis j'aimais mieux un vendredi soir passer mes soirées à l'aréna que ce soit dans des bars quelconques. Moi, je suis quelqu'un qui boit pas. Oui, c'était pour des raisons professionnelles aussi, mais des questions de goût, j'aime pas l'alcool. Fait que ça fait encore une raison de plus pourquoi j'aimais mieux me tenir dans les arénas. Puis ensuite de ça, après ma carrière junior, j'avais beaucoup de demandes pour faire des écoles de gardiens de but ou d'entraîner en privé des gardiens de but. Puis il y a un gardien de but qui est arrivé à moi, qui connaissait une très, très bonne saison de J3, puis il me dit, Nick, il dit, mon draft junior majeur arrive, puis j'ai pas personne, je connais pas, je suis stressé, des entrevues, il y a du monde qui me demande. Fait que je vais, écoute, je vais m'occuper de toi, mais sans penser dans l'idée d'être un agent. J'étais vraiment là comme un conseiller. Puis je venais de sortir de mon stage junior, comme je te l'ai dit tantôt, avec une bague au doigt et le trophée de MVP. Fait que les coachs me connaissaient, les directeurs généraux me connaissaient, les propriétaires me connaissaient. Donc, ils pouvaient me faire confiance, surtout au niveau des gardiens de but. Et le jeune, au lieu d'être classé 5e ronde, ben, il est sorti finalement en 2e ronde. Fait que là, c'est là que il y a de plus en plus de personnes qui sont venues me voir à demander conseil, mais des fois, je les référais justement à d'autres agences parce que je savais que moi, dans cette position-là, j'étais peut-être pas assez bien placé pour les conseiller dans leur carrière. C'est ensuite de ça que mon meilleur ami maintenant est arrivé et mon associé Étienne Lafleur est arrivé. J'étais à ma première saison en Europe dans la Ligue d'Angleterre, puis il m'a appelé. Puis Étienne, c'est un avocat qui travaille dans un cabinet à Montréal, un passionné de hockey. Il n'a pas joué la game, mais comme il m'a tout le temps dit, il y a 2 façons d'être un agent, soit d'être un ancien joueur ou soit d'être bon sur les bancs d'école puis de devenir avocat. Ben, il dit, moi, j'avais de la misère à patiner, fait que j'ai choisi pour la 2e option. Fait que c'est pour ça que maintenant, on est vraiment des meilleurs amis. On a parti l'agence Propulsion ensemble. Je te dirais que pendant 2 ans, là, mes 2 dernières années en Europe, on a vraiment travaillé ensemble. On a évalué le marché. On a évalué un peu de quelle façon qu'on pouvait faire ça, quelle niche qu'on pourrait se trouver, qui étaient nos compétiteurs, quelle catégorie qu'on se devait d'aller recruter. Fait que vraiment, pendant 2 ans, ça a vraiment été une étude de marché. Puis c'est à ma 3e année, là, quand j'ai revenu en Amérique du Nord pour de bon, que là, j'ai senti que j'avais beaucoup de demandes justement pour aider les jeunes. Puis c'est même à cette première année-là que j'ai signé mon premier contrat Ligue américaine que je me suis moi-même trouvé, que je me suis moi-même dealé avec le directeur Julien Brisebois du Lightning Tampa Bay. On a commencé à représenter plusieurs personnes. J'ai des anciens coéquipiers que j'ai joué contre ou avec junior majeur au niveau professionnel qui me demandaient des conseils au niveau de l'Europe. Je venais de passer 3 ans là, je me suis fait une tonne de contacts. Donc, d'emblée, je me suis mis à représenter mes coéquipiers, mes amis dans les bonnes ligues en Europe, que ce soit la France, l'Angleterre, le Danemark, la Suède. Là, présentement, après 3 ans, c'est sûr que j'ai augmenté le niveau de contact puis le niveau de ligue. Mais ça reste que c'est comme ça qu'elle a commencé. Puis l'été passé, quand moi, je savais là, que j'allais annoncer ma retraite, c'est là qu'on a mis vraiment tout en place pour que le jour que j'allais annoncer ma retraite, bien, on allait vraiment officiellement se nommer comme une agence incorporée, puis qu'on allait vraiment faire les choses de la bonne façon. Puis je suis très fier justement d'avoir annoncé ça cet été. Puis c'est quoi qui a été ton plus gros défi avec l'agence Propulsion Hockey? Est-ce qu'il y avait quelque chose vraiment particulier qui a été plus difficile ou justement comme c'était bien planifié, ça a pris du temps, ça s'est quand même bien fait? Ben écoute, je te dirais que le plus difficile, c'est sûr que c'est la compétition. Tu sais, je te mentirais pas. Au Québec, les joueurs sont choyés, ils ont beaucoup de choix, beaucoup de bonnes agences, beaucoup de grosses agences qui représentent des joueurs de la Ligue nationale. Nous, pour le moment, ça fait 3 ans qu'on peut dire qu'on représente des joueurs, surtout au niveau professionnel. On n'en a pas dans la Ligue nationale. Fait que c'est vraiment le plus gros challenge, là, c'est de vendre nos services, de vendre nos produits à un joueur ou à des parents qui, de l'autre côté, ont aussi à leur portée de main des agences qui représentent des joueurs de la Ligue nationale. Nous, on s'attarde pas à ce que les autres font. On est conscient qu'on est une plus petite agence, mais qu'on va devenir gros. On représente
comptons déjà maintenant 27 joueurs, incluant 16 au niveau professionnel, dont 3 qui sont au niveau international pour l'équipe de France. On en a déjà plusieurs qui ont participé à des camps nationaux, que ce soit Alex Dubois avec les Canadiens de Montréal, que ce soit Mika Cyr avec les Coyotes d'Arizona. Fait que de ce côté-là, le temps va venir. Comme dans chaque entreprise, ça prend 3 à 5 ans là, avant vraiment de voir un peu le produit fini. Mais vraiment, le plus gros challenge, là, c'est vraiment de dealer contre les plus gros. Mais j'ai tout le temps été quelqu'un de très persévérant puis avec une grosse détermination. Fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va me retenir. Donc, mettons pour les objectifs pour les prochaines années, ce serait ça justement d'avoir de plus en plus de joueurs qui accèdent à la Ligue nationale et bien évidemment de grossir l'agence. Oui, ben écoute, nous, on est une agence qui offre quand même beaucoup de services. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne s'occupe pas nécessairement juste de l'Amérique du Nord et on ne s'occupe pas nécessairement juste dans l'Europe. Plusieurs agences aiment mettre les œufs dans le même panier puis être juste une agence en Amérique du Nord. Même chose en Europe. Nous, on touche les deux. Fait que c'est vraiment c'est le fun quand un joueur en Amérique du Nord décide de vouloir aller en Europe. Et l'inverse aussi, les Européens décident de vouloir venir, ou un joueur comme moi qui a fait 2-3 ans en Europe décide de revenir peut-être plus proche de la famille, que ce soit afin de fonder une famille ou de revenir lancer sa carrière comme j'ai pu le faire. Fait que c'est sûr que l'objectif, en 3 ans, au niveau professionnel, on a signé pour 1,5 million en salaire. Donc, c'est sûr qu'un objectif personnel qu'on a de l'agence, c'est peut-être de signer le million en une saison. Fait que ça, c'est le premier objectif. Puis, je te mentirais pas que le fait de signer un contrat Ligue nationale, c'est la meilleure ligue au monde, ça reste un autre objectif qu'on a en tête. Puis, oui, ce serait le fun aussi qu'un de nos joueurs soit repêché au niveau Ligue nationale, mais le repêchage, pour moi, compte un petit peu moins qu'un contrat dans la Ligue nationale. Parce que avec les études, maintenant, on sait qu'il y a pratiquement plus de joueurs qui se font offrir des contrats en étant agent libre qu'en étant un choix de, mettons, 5, 6, 7e ronde. Donc, ça me fait pas peur, mais je vais juste, honnêtement, là, c'est vraiment juste d'avoir du fun dans le processus, puis c'est ce qu'on fait pour le moment. C'est parfait. On va y aller pour des petites questions en rafale. Quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Honnêtement, c'est une des choses les plus importantes, là, c'est l'éthique de travail. Honnêtement, c'est dans le monde d'aujourd'hui, dans chaque business, mais au hockey, l'éthique de travail, il est pour beaucoup. Quand tu es jeune, quand tu es très bon, mais que tu travailles pas, ça va rester juste un temps. Maintenant, dans la Ligue nationale, ton éthique de travail, ça doit être irréprochable. Puis justement, mes discussions avec les recruteurs de la Ligue nationale que j'ai à chaque fois que je vais voir un match, ça revient toujours à ça. C'est vraiment le critère numéro 1, c'est l'éthique de travail, le niveau de compétition. Puis c'est vraiment ça que le hockey m'a apporté. Que peu importe une bonne journée ou une moins bonne journée, peu importe si c'est une bonne journée à l'aréna, mais que tu n'en as pas une dans la maison ou vice-versa, ton éthique de travail doit être irréprochable. Puis c'est ce que ça m'a apporté pour le moment. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Mon plus beau souvenir sportif, si tu me le permets, je vais te dire quasiment que j'en ai 3. La première fois là, que j'ai été repêché au niveau de la Ligue nationale, c'était vraiment quelque chose de spécial parce que, comme je t'expliquais plus tôt, j'ai travaillé quasiment 3 repêchages avant d'y arriver. Fait que le processus a été vraiment plus long que prévu, mais je pense que la fierté est encore 3 fois plus grande qu'elle l'aurait été justement si ça avait été le premier repêchage. Fait que c'est vraiment le repêchage national. Quand tu es petit, tu regardes ça à la télé au mois de juin, puis tu te dis hey, j'aimerais tellement ça porter une casquette puis un chandail. Fait que je l'ai justement en arrière de moi dans mon bureau pour justement me rappeler à chaque jour que j'ai été capable. La deuxième, la conquête de la Coupe du Président, c'est quelque chose honnêtement que je vais toujours me rappeler. Ça aussi, c'est un long processus, c'est des longs playoffs, c'est 2 mois. En plus, on avait le parcours, je crois, le plus difficile qu'on a eu, puis même que la Ligue de hockey junior majeur du Québec a eu. On avait 4 équipes à faire face qui avaient vraiment
la qualité de joueur pour remporter la Coupe du Président. Fait que c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis, je te dirais, le fait d'être nommé le MVP de la LHJMQ, je pense que je suis le dernier gardien de but à l'avoir fait dans les 20 dernières années. C'est vraiment quelque chose qui était spécial pour moi et ma famille, avec tout ce qui s'était passé dans les années précédentes, avec les hauts et les bas. Fait que c'est vraiment quelque chose que je vais me souvenir longtemps. Parfait. Puis ma dernière question, c'est quelle est la chose que tu dirais à un ancien athlète ou à un athlète actuel qui aimerait justement percer dans le milieu des affaires? Ce serait quoi ton meilleur conseil? Honnêtement, le conseil, là, c'est de toujours travailler puis de toujours croire en soi-même. Surtout en 2019, on le sait, des fois, la tendance change. Là, la tendance est toute sur la rapidité, donc la grandeur n'est plus un facteur. Fait que maintenant, le bassin de joueurs est encore plus gros qu'il l'était avant. Il y a encore plus de ligues, il y a encore plus de talent. Fait que moi, honnêtement, c'est ce que je dirais. Puis ce que je dirais, c'est vraiment, encore là, c'est l'éthique de travail, puis toujours croire en soi. Puis c'est d'y aller une journée à la fois, parce que des fois, quand on a un plan juste à long terme, ben on oublie ce qu'il faut faire à court terme. Fait que c'est vraiment peut-être de se mettre un plan à court terme, à moyen et à long terme. Puis avec ça, ben, tu le sais que tu vas avancer toujours dans la bonne direction. Puis qu'il n'y a pas simplement dans la Ligue nationale que tu peux vivre au niveau professionnel. Moi, j'ai vécu 10 ans en n'ayant pas joué un match en Ligue nationale. Puis je vis très bien maintenant. Fait que c'est vraiment mon conseil que je dirais aux jeunes joueurs. C'est parfait. Mais merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Merci de l'invitation, Amélie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Nicolas pour son temps pour l'entrevue. Pour écouter mes derniers épisodes d'Athlète Entrepreneur, je vous invite à consulter mon site internet ameliedelebel.com. Vous y retrouverez également mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre entrevue.